à l'étude du mode de reproduction chez l'arganier, implication pour la sélection variétale. Je ne sais pas si Monsieur Filali Alaoui est là. Sinon, nous allons démarrer avec la deuxième oratrice qui est Yatrib Sheyman, qui va nous parler de l'analyse et la structuration de la diversité génétique de l'arganerie marocaine, moyennant des marqueurs ISSR et SSR. Vous avez 15 minutes, s'il vous plaît. Merci. De vous présenter une partie de mon travail de thèse intitulé Analyse et structuration de la diversité génétique de l'arganerie marocaine, moyennant les marqueurs moléculaires ISSR et SSR. Mon travail donc il rentre dans le cadre d'un projet national nommé donc Argane Biogène, dont le consortium est composé de 5 partenaires et il est financé par l'Académie Hassan II pour la recherche scientifique. Comme tout travail scientifique, donc je vais suivre le plan classique. Après quelques généralités, donc je vais vous présenter l'objectif de l'étude, notre approche méthodologique, les résultats obtenus et je finirai avec une petite conclusion. Donc comme vous savez, le sud du Maroc est une région qui est très impactée par les changements climatiques. On assiste à une désertification qui met en péril cet écosystème qui est l'arganerie et dont le pilier est l'arbre de l'arganier. Une espèce endémique originaire de la région est très enracinée dans la vie quotidienne des populations rurales et avoisinantes. Cet écosystème qui est certes unique, il est soumis à plusieurs contraintes, notamment donc il y a l'urbanisation, la croissance démographique, les sécheresses fréquentes qui touchent le pays, mais c'est surtout la régénération naturelle qui est insuffisante, provoquant donc un recul des surfaces de l'arganerie. Et de là donc une menace de la diversité génétique de cette espèce. Afin de pouvoir explorer cette diversité génétique, plusieurs études ont été menées en utilisant plusieurs outils moléculaires, dont je cite par ordre chronologique, donc les travaux qui ont été menés avec les alloenzymes, puis il y avait aussi la PCR-RFLP, il y a aussi des études qui ont été faites en utilisant les RAPD et les SSR, et dernièrement, donc, il y avait des études qui ont été faites moyennant les marqueurs moléculaires ISSR. Ce sont des études qui ont mis l'accent un petit peu sur une certaine diversité au sein donc, de l'arganerie, au sein d'une région bien précise de l'arganier, mais ça n'a jamais été, ces études-là, je veux dire, ils n'ont jamais été concerné toute l'arganerie marocaine, donc toute son aire de distribution. Et c'est ce qui fait un petit peu donc, la particularité de notre étude, ce qui nous ramène donc vers l'objectif, et qui consiste en une caractérisation et une structuration de la diversité génétique intra- et interpopulation de toute l'arganerie marocaine, en utilisant donc des marqueurs moléculaires neutres, qui sont les ISSR, et des marqueurs codominants représentatifs du génome, qui sont bien sûr les SSR. Donc pour ce qui est de notre approche méthodologique, elle est répartie en 4 points essentiels. Donc le premier point qui est l'échantillonnage, donc c'est une étape qui est très importante. Elle a concerné 6 régions bioclimatiques. Donc la carte que vous voyez, elle a été établie par le Haut Commissariat des eaux et forêts et de lutte contre la désertification en 2012. Donc on a 24 populations, 24 sites de récolte répartis sur ces 6 régions bioclimatiques. On a fait donc l'échantillonnage, on a donc pris des feuilles jeunes qui ont été échantillonnées sur 20 arbres choisis de façon aléatoire au niveau de chaque site, ce qui nous a fait donc une collection de 480 individus. Ces échantillons-là, une fois au laboratoire, ils ont été traités donc, et ils ont permis de constituer 3 banques. La première, c'est une banque de feuilles d'arganier stockées à moins 80 degrés. La deuxième, c'est une banque de Lyophilisa. Et la troisième, donc, qui est formée donc, des extraits d'ADN génomique de ces arganiers. Les 3, donc, je précise, ils sont disponibles au laboratoire de microbiologie, de biologie moléculaire à la faculté de sciences de Rabat. Donc, une fois ces extractions ont été faites, on a procédé à l'analyse aux approches moléculaires. D'abord, via les marqueurs moléculaires ISSR. Donc, les amplifications ISSR ont concerné la totalité de notre échantillon, donc les 480 individus. On a commencé par un screening initial de 25 amorces ISSR et on a choisi les 7 amorces qui ont donné les profils les plus polymorphes.
Donc, après une amplification et une électrophorèse, on a fait une analyse des résultats qui nous a permis donc de générer une matrice binaire en se basant sur le principe de présence-absence. Pour ce qui est des SSR, donc je précise qu'on a amplifié un nombre plus important que les 120 que je vais présenter, mais là donc je vais présenter que les résultats de 120 individus, soit donc une moyenne de 5 individus par population. Donc on a commencé avec un screening initial de 24 amorces SSR et on a choisi donc les 13 amorces qui donnent donc des profils qui sont polymorphes. Ces amorces, donc il y a 5 amorces qui sont spécifiques à l'Argania spinosa qui ont été développées par Madame Belloul et son équipe en 2014, et les 8 restants, donc ils ont été développés sur d'autres espèces mais qui ont aussi été testés sur l'Arganie. Donc après les amplifications des fragments, on a procédé au traitement des profils obtenus par le logiciel GenMapper qui nous a permis aussi donc de générer une matrice de fragments mais en se basant sur la taille des fragments et non pas sur le principe de présence-absence, ce qui est le cas donc pour les ISSR. Donc une fois on a obtenu les 2 matrices, on les a traitées avec plusieurs logiciels de génétique des populations afin d'estimer les différentes variables génétiques, notamment donc les paramètres de diversité génétique et de différenciation, et aussi on a fait quelques analyses de structuration des populations. Maintenant pour ce qui est des résultats. Donc je vais présenter les résultats séparément. Donc je commencerai par le Inter-Sequences Repeats. Donc, cet outil donc, nous a permis d'amplifier des bandes dont la taille varie de 150 paires de bases à 2000 paires de bases, avec un taux de polymorphisme de 100% pour les amorces choisies et un total donc, de 480 bandes amplifiées. Pour ce qui est des paramètres de la diversité génétique, donc on remarque que les populations de la région de l'Arganie présentent des taux de diversité qui sont plus élevés par rapport aux autres régions bioclimatiques. Autre chose, donc, on a aussi les populations de l'Arganie qui présentent un taux de diversité qui est plus élevé à l'échelle de l'espèce qu'à celui enregistré à l'échelle de la population. Et donc là, on enregistre une diversité, un polymorphisme qui atteint donc les 98%. Pour ce qui est donc des paramètres de la différenciation génétique, l'analyse moléculaire de l'AMOVA se montre hautement significative et on remarque qu'on a 42% de la variabilité qui se trouve au niveau donc, des populations de l'Arganie. Autre chose, donc on a une forte différenciation génétique qui est observée entre les populations et un flux de gènes qui est très limité, qui serait probablement donc imposé par la présence de barrières géographiques entre les populations étudiées et aussi par le mode de reproduction qui est majoritairement entomogame chez notre espèce. Maintenant, pour ce qui est de la structuration des populations, donc l'analyse des composantes principales nous a permis de diviser les 24 populations en 3 grands pôles génétiques, ce qui est encore en parfait accord avec l'analyse hiérarchique, donc qui confirme cette répartition. On a 3 groupes génétiques qui par la suite se subdivisent en sous-groupes. Notre constat, c'est que le regroupement des populations se fait indépendamment de l'origine géographique. Donc, des populations qui semblent être proches génétiquement ne le sont pas forcément sur le terrain et vice-versa, je veux dire géographiquement. Autre chose, on a le test de Mantel qui montre qu'il n'y a pas de corrélation significative entre les distances génétiques et les distances géographiques pour les 24 populations étudiées. Alors, pour appuyer un petit peu et pour aussi raffiner nos études, les résultats des ISSR, on a procédé donc aux amplifications via les Simple Sequences Repeats. Donc, on a commencé avec les paramètres donc, de la diversité génétique qui montrent une richesse allélique pour une population qui est relativement importante, mais comme vous savez, c'est un paramètre qui dépend aussi de la taille de l'échantillon. Donc, si on augmente la taille de l'échantillon, on aura certainement plus d'allées par population. Un autre point, donc on a le taux de polymorphisme qui est très très élevé par rapport à celui noté chez les ISSR, mais c'est dû aussi à l'efficacité des loci ISSR utilisés qui sont réputés pour être les plus polymorphes selon la littérature. Le dernier point, donc on a un déficit en hétérozygosie qui est dû majoritairement au flux de gènes qui reste aussi très très limité entre les populations étudiées, mais moyennant les SSR. Donc, pour ce qui est donc, des paramètres concernant les loci, donc on a les loci SSR qui s'avèrent très informatifs
ce qui a été indiqué donc, par l'indice du PIC. Et on a aussi donc 34% de la différenciation génétique, donc l'indice de fixation qui indique une différenciation génétique qui est très importante des populations par rapport au total. Pour conclure, donc, je rappelle qu'on a fait donc, les études, les résultats obtenus en étudiant les 24 populations donc, présentent un acquis pour la mise en œuvre d'un programme de développement et de conservation de l'art gagné. Notre étude aura permis donc, de mettre en évidence un niveau élevé de la diversité génétique, mais qui est principalement d'origine intrapopulation. Également, de façon générale, on a une structuration génétique qui ne montre pas de corrélation significative entre les distances génétiques et géographiques. Et finalement, donc, on a des populations qui présentent un déficit en hétérozygosie qui est dû principalement au flux de gènes très, très limité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci aussi de la qualité de la présentation et aussi du respect du temps que vous avez accordé. Donc, nous allons passer maintenant à la présentation suivante. Je ne sais pas si le premier orateur est présent. Voilà. Donc, nous allons passer à la présentation du professeur Ben Smaïl Boulaye Cherif qui va nous parler de sa présentation qui est intitulée « Vers une organiculture intensive, identification et présélection d'individus au caractère d'intérêt agronomique chez l'arganier ». Arganier Spinoza. À vous la parole, monsieur Ismaël. Merci. Alors, comme a dit Madame la Présidente, l'exposé est intitulé « Vers une organiculture intensive, identification et présélection d'individus au caractère agronomique chez l'organisme ». Comme je viens de dire ce matin, la création de vergers intensifs nécessite quand même un matériel végétal homogène, authentique et performant. Ce sont des critères utilisés chez les arbres utiles aujourd'hui cultivés. Donc, notre programme de recherche entamé à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, complexe des Tinbull, depuis quelques années, en collaboration avec Sylvie Tari ici présent, nous menons des prospections à l'échelle de la réserve qui compte à peu près plus d'une trentaine d'hectares pour prospecter et essayer d'identifier, de repérer des individus intéressants au point de vue agronomique. Comme vous le voyez ici, il y a plusieurs blocs qu'on a séparés en blocs pour maîtriser les choses. Et il y en a 6 blocs, et le travail d'aujourd'hui va consister sur le bloc numéro 6 qui représente une parcelle plantée par semis tout venant d'il y a quelques années, et nous avons jugé intéressant d'essayer de repérer quelques individus intéressants dans cette parcelle parce qu'elle était suivie pendant plusieurs années, et nous avons jugé important d'exploiter et de capitaliser les résultats obtenus en essayant d'identifier des individus intéressants pour pouvoir les multiplier par la suite et constituer un parc à bois par des plans de pré-base pour pouvoir les utiliser et les multiplier à grande échelle, probablement pour des tests encore de vérification. Les paramètres mesurés concernent principalement des caractères agronomiques, portés sur la ramification, donc avec un certain nombre de critères mesurés, entre autres le nombre de nœuds, la ramification, le nombre d'axillaires par unité de longueur, le nombre de feuilles, le nombre d'épines, etc., parce que c'est intéressant au niveau d'un arbre.
Une autre catégorie de paramètres portant sur la feuille, les caractéristiques de la feuille, depuis la longueur du pétiole, la longueur du lin, de la surface, etc. Et sur la production, forme des fruits, diamètre, poids, etc. Et également sur la production, parce que c'est un point important. Et le critère le plus important que nous avons pris en considération, c'est le rendement par arbre et aussi son degré d'alternance, parce que c'est un paramètre très important, pas uniquement chez les arbres, mais surtout chez l'arganide, parce qu'on constate qu'il y a une très grande variabilité au point de vue de production d'une année à l'autre. Et donc c'est intéressant d'opter pour ce paramètre agronomique intéressant. Alors, il y a en tout 26 caractères, donc il y en a beaucoup. Et l'analyse de ces résultats nous donne ici quelques informations sur la description de la population d'abord. Au point de vue ramification, comme vous le voyez ici, il y a une très grande variabilité. Sur l'axe des X, vous avez le nombre d'axillaires par 10 cm linéaires le long du rameau. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez des pourcentages. Et nous constatons qu'il y a une très grande variabilité d'un arbre à l'autre. Alors, les arbres, il y en a 21% d'arbres qui sont peu ramifiés et 13,8% qui sont très ramifiés. Et alors, cette ramification joue un rôle important au point de vue production et au point de vue également renouvellement des pousses fructifères. Comme vous le savez, l'arganide fructifie sur le bois de la deuxième année. Présence d'épines aussi, c'est un caractère important sur lequel on a porté beaucoup d'intérêt, parce que si on pense à l'organiculture, il faut traiter les arbres, il faut les manipuler, et un arbre trop épineux pose parfois quelques petits problèmes de conduite. Alors là aussi, c'est très variable dans cette population. Vous avez les moins épineux représentent 12,9%, les plus épineux représentent 20,4% dans le nombre d'épines par 10 cm linéaires dépasse 9. Surface foliaire aussi, c'est un paramètre intéressant. Ce matin, nous avons vu le rôle de la photosynthèse sur la productivité et la surface foliaire. Plus que la surface foliaire est importante, plus la fabrication d'éléments nutritifs est également importante. Alors, point de vue surface foliaire, la majorité, 73% des arbres ont des surfaces foliaires qui se situent entre 1 et 2,5 cm². Là aussi, il y a une très grande variabilité. Le rendement, qui nous intéresse, là aussi, vous avez des rendements qui varient de 0 à plus de 20 kg par arbre. Et il y a une très grande variabilité là également au point de vue production, et il y a matière de chercher les arbres qui produisent, et de manière régulière, une production élevée. L'alternance de production a été étudiée arbre par arbre pendant 6 années d'observation, et les résultats montrent que les arbres qui représentent 10% ont un indice d'alternance faible, qui se situe entre 0,2 et 0,4. Donc le nombre est très faible, et ce qui montre que la production est irrégulière chez l'arganide. La majorité, 60%, ont des indices d'alternance très élevés. Donc, ils alternent, et seuls 30% ont un indice d'alternance moyen de 0,4 à 0,6. Alors, tous ces paramètres ont été soumis à l'analyse en composantes principales. Sur 4 axes, malheureusement, avec l'hétérogénéité, on n'a pas pu trouver quand même des coefficients de corrélation très importantes, mais nous avons trouvé que le caractère descriptif du fruit est lié à l'axe 1, le caractère
des feuilles liées à l'axe 2, le caractère ramification lié à l'axe 3, et enfin la production, les rendements sont liés à l'axe 4. Alors là, le dendrogramme obtenu sur ces données nous a permis de distinguer 6 groupes d'arbres qui diffèrent entre eux, donc les groupes diffèrent entre eux, mais au sein du groupe, les arbres se ressemblent. Et parmi ces 6 groupes, nous avons sélectionné, donc sur l'axe 4, comme je viens de dire, 8 arbres. Donc c'est le groupe 4 qui se montre performant entre les sous-groupes obtenus. Alors c'est ce groupe 4 constitué de 8 individus. Les différences entre ces 6 groupes est le suivant, devant vous, devant le tableau. Le groupe 1, comme vous le voyez, il n'y a pas de données parce que ce sont des jeunes plants, donc ils ne sont pas encore entrés en production. Alors, entre tous ces groupes, il paraît que le groupe 4 est le plus intéressant au point de vue aussi bien production, donc 9,9 kg par arbre, qu'aussi bien alternance de production où l'indice d'alternance est de 0,6. Il est jugé moyen, acceptable pour un verger d'arganier. Et ce sont des arbres dont la surface foliaire est très importante, c'est un caractère intéressant, et aussi les arbres ne sont pas trop ramifiés. Ceci laisse les chances, entre guillemets, mais ça c'est au point de vue physiologique, il y a beaucoup de choses à dire, les chances pour que les rameaux fructifères puissent donner des fruits. Sur un arbre où il y a trop de ramifications, ce sont des arbres qui sont une végétation très dense. Généralement, la production est faible. Le nombre d'épines également est faible, donc ça permet aussi à l'agriculteur de manière générale de conduire et de s'approcher à l'arbre sans problème. Alors, entre ce groupe 4, où il y a 8 individus, on a essayé, et ce sont des travaux qui sont en cours, d'essayer d'affiner, essayer d'approfondir la sélection, et on les a soumis à un deuxième crible de sélection qui nous a permis de sélectionner 2 arbres intéressants au point de vue caractère encore plus pertinent, à savoir la facilité au concassage, le rendement en amendement par arbre, parce que c'est des amendements qui nous donnent de l'huile, donc le rendement des amendements en arbre, et aussi la teneur en huile extraite. Alors, le deuxième travail qui est en cours, c'est leur multiplication végétative. Et cette année, on les a multipliés végétativement pour pouvoir constituer des plants de pré-base. Alors, ces plants, pour vous dire qu'aujourd'hui, la multiplication par greffage est relativement maîtrisée et nous arrivons à multiplier aujourd'hui, bien sûr, avec les travaux surtout de ces Mouhtari ici présents, de multiplier les plants. Et vous avez ici un exemple, des plants ici plus âgés, de 18 mois, qui ont été obtenus par multiplication végétative, par greffage, dont les greffons sont prélevés sur des arbres sélectionnés, repérés sur le terrain, et le travail qui vient d'être achevé a donné ces plants, dont on voit encore l'éclipse ici, qui attache le greffon, et ce sont des plants de 2 mois et demi. Donc ces plants vont être plantés dans un parc à bois qui vont nous permettre d'avoir des sources de production de greffons pour pouvoir les multiplier et les tester à nouveau dans des endroits différents pour s'assurer de leur authenticité au point de vue production et alternance de production. Et je vous remercie. Merci, professeur, pour M. Ferrados Abdrahim, qui va nous parler de la germination des semences de l'arganier, effet de la provenance et de la durée du stockage. La parole est à vous, M. Ferrados. Madame la Présidente, donc
pour un petit peu être dans le même courant d'idées que c'est une séance de génétique. Moi, ce que je veux présenter là, c'est pas de la génétique, donc c'est surtout un aspect technique appliqué au niveau de. Donc c'est en fait de voir l'effet du stockage, de la durée de stockage sur la capacité des graines à germer et à donner des plants. Donc, comme vous savez, au niveau dans notre département, donc il y a une centralisation des stocks de semences. Ça veut dire on a dans chaque région donc des stations de semences dans lesquelles donc, toutes les semences forestières sont centralisées et puis qu'on distribue après aux régions, etc. Donc c'est ajouté à ceci les semences d'arganier, comme vous savez, donc c'est pas comme les semences de pin, d'eucalyptus. Donc ce sont des semences qui ont des dimensions très grandes, ce qui limite un petit peu leur stockage au niveau des champs de culture. Donc ce sont des semences qu'on récolte par des tonnes. Donc, voilà. Donc le stockage se fait surtout à température ambiante. Donc, par conséquent, il y a certainement des excédents de graines chaque année, et on va savoir à quel moment ces graines ne sont plus bonnes pour les opérations de reboisement. Donc, l'objectif, c'est ça. Et on va voir aussi est-ce que la provenance a un effet sur cet aspect. Donc, moi, l'étude, en fait, moi, je travaillais initialement sur les aspects génétiques, donc ce qui fait que chaque année, je récolte des graines d'un certain nombre de provenances. Donc, voilà. Donc, ce qui fait, à un certain moment, je me suis retrouvé avec des stocks de toutes les provenances sur une période d'une quinzaine d'années. Donc alors on s'est dit pourquoi pas de voir cet aspect. Donc voilà, donc ce sont les provenances qu'on a étudiées. Et puis comme vous savez, c'est Ismaël vient de le dire, donc l'arganier, il y a une alternance des années. On a des régions qui n'ont pas assez de graines, ce qui fait. Donc certaines provenances ne sont pas représentées toutes les années. Donc voilà, donc pour chaque combinaison année-provenance, on a, donc c'est en fait le schéma classique. Donc on prend un grand lot de graines donc, de provenance, parce que donc chaque provenance, il y a à peu près 12 arbres qu'on échantillonne. Donc on prend un lot à l'intérieur duquel on prend 4 échantillons de 100 arbres. Donc après cela, donc, on mesure donc, le poids des 100 arbres, le nombre de lots, la détermination de la ligne. Ça, c'est pour voir un petit peu si ces paramètres ils changent au cours du temps et est-ce qu'ils ont une influence sur la germination. Donc voilà, donc un petit peu d'espèce expérimental. Donc c'est le schéma classique. Donc ici, pour vous rappeler un petit peu les termes, donc on dit par germination, je veux dire que une fois la graine s'induite d'eau, donc elle éclate et elle est assortie de la radicule. Donc c'est à ce moment-là, donc ces graines ils sont transférées dans le milieu d'élevage. Donc voilà. Donc, au cours des 15 années de stockage, donc comme vous voyez, l'année, la provenance et leur interaction sont hautement significatifs pour la germination des graines. Donc, vous voyez, donc, ça, ce sont des paramètres un petit peu savants des aspects de germination, donc taux de germination, taux moyen de germination. Donc, ça, je vous fais grâce à ça. Donc, au niveau de. J'ai perdu certaines données.
si vous permettez, je vais... Parce que les données les plus importantes, ils ne sont pas... J'ai mentionné tout à l'heure. Les graphiques qui ont sauté, donc les graines stockées pendant jusqu'à 5 ans, ils gardent tout leur pouvoir germinatif. À partir de 5 ans, on a une diminution progressive et à partir de la 9e année, pratiquement on a une germination qui est insignifiante. Donc au niveau des provenances, donc ça, il n'y a pas de très grande différence. Donc même si il y a certaines, mais c'est pas ça qui détermine la capacité des graines à être stockées. Donc c'est surtout l'année, donc c'est surtout la durée en année qui détermine. Donc pour la levée, donc je veux dire par la levée, donc une fois les graines germées sont transférées, c'est la capacité de ces germinations à donner des plants effectifs. Donc, parce que, comme vous savez, là, tous les gens qui ont travaillé sur la galerie, ils ont dû remarquer ça. Les graines qui germent ne donnent pas automatiquement des plants. Donc, un certain nombre de noix qui éclatent, donc, ne sont pas capables de donner des graines. Donc, de la même manière, donc, vous voyez ici, donc, c'est un tableau qui donne c'est le même. La levée est encore plus sensible au stockage. Donc, si les graines peuvent germer jusqu'à 3 ans, jusqu'à 5 ans, la levée, on la perd au bout de 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, même si les graines germent, donc on a des taux de levée qui sont très faibles. Donc, ce qui nous amène à dire que donc, le stock des graines ne doit pas dépasser les 3 années. Donc, les 3 premières années après la récolte, donc les graines ne peuvent plus être utilisées pour produire des plants à grande échelle. Donc, pour voir un petit peu la corrélation entre ces paramètres et le caractère des graines. Donc, comme vous voyez, ici donc, en 2010, donc, on a pour le poids des 100 graines, donc, on a pratiquement le même poids pour les graines fraîchement récoltées et les graines qui ont 15 ans qui ont 15 ans d'âge. Donc, ce qui fait, ce n'est pas ça qui détermine la capacité des graines à germer. Même chose pour l'humidité. Donc, les graines gardent toute leur humidité, donc la coque fait bien son travail, donc, etc., etc. Donc, aussi, avant de faire la germination, on fait tremper les graines dans l'eau. La quantité qu'ils absorbent est la même pour tous les lots. Donc, ce ne sont pas ces choses qui déterminent la capacité des graines à germer. Donc, même s'ils gardent tous les aspects biométriques pareils, ils perdent leur capacité germinative et leur capacité de levée. Donc, ces caractères, en fait, ils sont déterminés, donc, que ce soit le poids des graines, que ce soit... Donc, ils sont déterminés par les conditions climatiques. On a trouvé que les années où où les précipitations sont importantes, donc les graines, ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Ismaël ce matin. Donc, les années où il y a une bonne pluviométrie, c'est là où on a les bonnes productions et aussi la taille des graines qui est importante. Donc, au niveau des provenances, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de très grande différence entre les caractères des fruits. Donc, en conclusion, donc, les graines d'arganium, malgré qu'ils ont une humidité très faible, donc ils ne se conservent pas très longtemps.
Donc le test de flottaison qu'on utilise régulièrement, ce n'est pas lui qui va déterminer si les graines sont viables ou non. Donc et le taux de germination diminue essentiellement avec la durée de stockage et au moins avec la provenance. Et on remarque aussi que les graines qui ont un pouvoir germinatif élevé, ce sont elles qui ont un taux de levée important. Et la durée de conservation des graines d'arganier ne doit pas dépasser 3 à 4 ans afin d'avoir des taux de germination satisfaisants permettant aux pépiniéristes d'avoir une production de plants satisfaisante. Donc ces résultats, certainement, ils auront des conséquences sur la gestion des stocks. Et si jamais on a des stocks qui sont très très vieux, donc il ne faut pas espérer les utiliser pour produire des plants. Donc on pourra éventuellement, après certaines études, donc les utiliser pour la production d'huile, par exemple, etc. Donc je vous remercie. Merci, M. Ferradouz. Vous avez également la dernière présentation qui aurait été la première sur la contribution à l'étude du mode de reproduction chez l'arganier, implication pour la sélection variétale par M. Filali Alaoui Ilyes. Donc, dès que vous êtes prêts, à vous la parole pour 15 minutes. Donc, bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous présenter l'essentiel de mon travail de recherche qui s'intitule Contribution à l'étude du mode de reproduction et de dissémination du pollen chez l'arganier. Donc l'arganier commencé se reproduit principalement par la voie des insectes et présente une auto-incompatibilité génétique très remarquable. Cependant, beaucoup de controverses et d'imprécisions persistent encore. Et dans ce contexte, le présent travail de recherche vise d'améliorer nos connaissances sur le régime de reproduction chez l'arganier. Il s'agit d'étudier le mode de fécondation et de pollinisation suite à deux parties. La première porte sur l'étude du mouvement et de la charge pollinique dans les conditions naturelles de l'arganeraie. Et la deuxième fait objet d'estimation de la part de l'autogamie et de l'allogamie et du rendement fruit par croisement artificiel, et ce à travers des tests de croisement contrôlés. Donc l'objectif dans la première partie consiste dans l'étude de la dynamique du pollen dans l'air pour évaluer sa capacité de migration à échelle limitée, c'est-à-dire entre les arbres proches, dans l'arganeraie. L'étude a été conduite dans un champ d'arganier situé à 4 km environ à proximité de l'aéroport Agadir-Massira. Donc les arbres qui ont fait objet de cette étude sont bien espacés pour ne pas surestimer le comptage en pollen d'arganier externe. La vitesse moyenne du vent pendant l'installation a été de 9 km par heure, ainsi que sa direction a été dominante vers l'ouest. Le matériel de l'expérience est constitué de supports qui maintiennent des cannes munies de plaques à 5 lames adhésives, ainsi que cette expérience a été faite suite à deux dispositifs. Le premier est constitué de 4 pivots placés de l'arganier à partir de 2 mètres à 8 mètres, avec espacement de 2 mètres, et avec 4 plaques fixées par pivot suite à 4 élévations espacées de 1,5 mètre, ainsi que 5 lames adhésives par chaque plaque. Ceci pour comprendre la dynamique du pollen d'arganier dans l'espace. Le deuxième dispositif est constitué de 7 lames adhésives placées le long d'un axe de 6 mètres de longueur, dépassant le sommet d'un arganier qui mesure 4,5 mètres et qui est placé à 18 mètres de l'axe. Ce dispositif a pour objectif de montrer les limites de parcours que peut réaliser le pollen par rapport à 18 mètres et sa capacité de dépasser le sommet de l'arganier. Le comptage de pollen a été effectué par observation microscope photonique. Le traitement statistique a été réalisé à l'aide du programme Statistica version 6 en faisant l'analyse de variance en nombre de facteurs, lame avec distance et lame avec hauteur pour estimer la charge pollinique, et la distance avec la hauteur pour concevoir la dynamique du pollen dans l'espace. Donc les tests de croisement consistent à étudier le mode de fécondation et de pollinisation à travers des tests de croisement. Ces croisements ont été réalisés sur un échantillon composé d'arganiers qui sont répartis entre la faculté des sciences à Agadir et là-bas aussi présignalés. Donc les croisements contrôlés ont été réalisés à l'aide de sachets enfilés qui ont des mailles qui mesurent entre 250 et 300 micromètres, c'est-à-dire qu'il va permettre le passage uniquement du pollen déplacé par le vent afin d'estimer la part de la pollinisation anémophile, et à l'aide des sachets en papier qui sont imperméables pour estimer la part de l'autopollinisation
ainsi qu'un témoin qui permet la pollinisation ouverte pour estimer la part de l'entomophilie. Donc la méthode consiste en l'ensachement de 3 rameaux de vin glomerus sur la partie nord-ouest et sud-est à l'échelle d'Anzargagné, c'est-à-dire qu'on se retrouvera avec 19 800 fleurs traitées par chaque type de croisement. Par la suite, on procède à l'élimination des sachets pendant la phase fleur sèche à corolle persistante ou bien la fleur sans corolle quand la fleur devient non réceptive. Et enfin, on commence le dénombrement dès l'apparition des fruits posés. Pour le traitement de pollinisation, on avait besoin comme matériel d'un pinceau à pointe fine pour procéder à la pollinisation, et une pince pour la castration et des sachets en papier pour échapper à la pollinisation incontrôlée, ainsi que les pollens qui doivent être récoltés sur différents arbres pour éviter l'effet de l'incompatibilité génétique. Pour ce faire, on ensage 4 rameaux de 10 boutons floraux par chaque arbre à l'échelle de 6 arbres gagnés, c'est-à-dire 240 fleurs par traitement, qui sont ces traitements-là, l'autopollinisation passive et l'autopollinisation forcée, et la pollinisation croisée et la pollinisation ouverte ou libre. Par la suite, on procède à la pollinisation manuelle au début épanouissement et on commence le dénombrement des fruits posés après 8 semaines. Toujours le traitement statistique est réalisé à l'aide du programme statistique à version 6 en faisant toujours l'analyse de variance d'ANOVA à un facteur et au facteur imbriqué. Concernant les résultats de la première partie, tout d'abord, les pollens ont été récupérés sous forme de pollen individuel et pollen groupé, ainsi que l'observation a été possible au grossissement 100 et 400. Pour ce graphe qui importe le facteur distance dans le premier dispositif, on remarque une diminution des pollens individuels et groupés avec la distance parcourue, sauf sur le 4e positionnement, on remarque une augmentation significative. Et pour expliquer cette variation significative, on a remarqué la présence de 3 classes de pollen groupés. La première est constituée de 2 à 20 grains, la deuxième entre 20 et 100 grains, et la troisième supérieure à 100 grains. La classe 1 évolue pareillement comme dans le cas du premier graphe, tandis que la deuxième demeure statistiquement inchangeable, sauf pour la troisième classe qui témoigne une augmentation significative suivie par une chute dans nos positions 3 et 4. Donc cette augmentation au niveau de la classe 1 peut être expliquée par un phénomène de déchaînement qui se produit au niveau de la classe 3. Concernant la hauteur, les pollens individuels et groupés sont dominants dans la partie supérieure, alors que les pollens groupés connaissent une croissance graduelle contrairement aux pollens individuels, ainsi que ces pollens individuels, ainsi que le coefficient de corrélation des pollens individuels est plus positif que celui des pollens groupés. Les pollens de la classe 1 évoluent aussi pareillement aux pollens groupés, ce qui permet de dire que la classe 1 est plus représentative des pollens groupés, avec effectifs moyens presque les mêmes. On peut en déduire que les pollens individuels et les pollens de la première classe sont mieux transportables par le vent, avec une tendance de migration relativement horizontale, où les coefficients de corrélation sont presque les mêmes, tandis que les pollens de la deuxième classe et la troisième classe sont désagrégables et sont limités en nombre d'unités. La charge de pollen a été testée par la comparaison en nombre moyen de pollen entre les 5 lames à l'échelle des plaques, ce qui n'a révélé aucune variation significative du nombre moyen de pollen, ce qui permet par la suite de dire qu'il s'agit d'une dissémination des pollens relativement homogène. L'analyse de la distance de migration confirme la présence des pollens sur une distance de 18 mètres à l'arbre et sur une hauteur qui dépasse le sommet de l'argagné, ainsi que l'absence totale de pollen de plus de 100 grains à 18 mètres à l'arbre. Ce qui est opposé à ce qui est mentionné par Nerb et al, où les pollens ne dépassent pas les 6 mètres de l'arbre. On peut déduire de tout ceci que la dissémination des pollens atteint une distance plus de 18 mètres et dépasse également le sommet de l'argagné, ainsi que les agglomérations de pollen sont moins abondantes, d'autant qu'ils s'éloignent en se désagrégeant aux dépens des pollens individuels et ceux en petite taille, c'est-à-dire le phénomène du déchaînement des pollens. Dans la deuxième partie, les différents croisements contrôlés ont montré une différence très hautement significative du nombre moyen en fruits résultants, où la pollinisation
par la voie des insectes a été dominante vis-à-vis de l'autopollinisation et la pollinisation anémophile. Le rendement selon l'exposition a montré une différence hautement significative du nombre moyen de fruits pour la pollinisation contrôlée par filet. La partie nord-ouest détient plus de fruits que la partie sud-est, ce qui signifie que la direction du vent a joué un rôle déterminant dans la pollinisation. Le rendement en fruits selon l'âge a montré une différence significative pour le cas de la pollinisation éolienne, où les arbres à âge indéterminé détiennent plus de fruits que vis-à-vis des arbustes ou bien des arbres à âge déterminé. Alors qu'on a obtenu une différence très hautement significative pour la pollinisation libre, où les arbres à âge déterminé détiennent plus de fruits par rapport aux arbres qui ont un âge indéterminé. On déduit alors la présence d'un effet vigueur des arbres qui jouent le rôle de barrière réceptrice des pollens. Autrement, l'arbre reçoit plus de pollen de temps qu'il présente un format important, bien sûr dans le cas de la pollinisation anémophile, ainsi que les arbres à âge déterminé possèdent plus de jeunes rameaux et offrent alors plus de glomérules floraux et par conséquent une densité de fruits importante. Pour montrer l'importance des croisements artificiels, la pollinisation croisée dirigée manuellement a abouti à un rendement presque le double en nombre moyen de fruits initiés par rapport à la pollinisation ouverte, alors que l'autofécondation a été trouvée à 0,5% dans les conditions de verger conduits en ex situ par Dern et al., ce qui ne coïncide pas avec nos résultats où aucun cas d'autofécondation a été observé. Pour le rendement fruit par pollinisation libre et par pollinisation croisée, Dern et al. Ont trouvé un pourcentage moyen de 8% avec une différence non significative, alors que nous avons trouvé une différence très hautement significative avec un rendement moyen de 14,5% et de 27% respectivement. On peut déduire de tout ceci la présence par excellence de la fécondation allogame et par conséquent l'exigence d'un vecteur dans la pollinisation. En ce qui concerne l'anthèse, la libération des pollens a été notée juste avant ou au début d'épanouissement. Pendant la phase de floraison, on a fait un suivi de certains nombres d'insectes pollinisateurs, à savoir ces insectes, ils butillent les fleurs et par conséquent s'imprègnent de pollen, à savoir les mouches, et spécialement ceux qui font partie des Calliphoridae, les coléoptères, les fourmis et notamment les abeilles, et pour lesquels on a fait une observation au niveau de leur pelote, et on a confirmé la présence d'amas de pollen d'arganien. En guise de conclusion, l'installation de pivots a permis de comprendre la structure de nuages polliniques qui se forment de pollen individuels et groupés dans l'espace, et de constater la présence du phénomène de déchaînement des amas de pollen volumineux, et noter que la dissémination de pollen est relativement homogène, ainsi que montrer que les pollens pouvant dépasser le sommet de l'arganier et des distances relatives en principe à 18 mètres. Suite au croisement contrôlé et traitement de pollinisation artificielle, on peut retenir le constat suivant. 1. Les croisements contrôlés, à l'aide de sachets enfilés en papillé, ont révélé l'importance de la pollinisation entomophile au détriment de la pollinisation anémophile avec un facteur multiplicatif de 32. 2. Les croisements contrôlés par sachets enfilés montrent que la direction du vent a joué un rôle déterminant dans la pollinisation. 3. La pollinisation artificielle a montré un gain allant jusqu'à une double en nombre moyen de fruits initiés par rapport à la pollinisation libre. Ce constat confirme l'exigence d'un vecteur dans la pollinisation et l'importance de la présence des insectes efficaces pour la pollinisation dans l'arganerie. C'est-à-dire c'est un paramètre clé pour améliorer le rendement en fruits et cela devrait être tenu compte dans les projets prévus en arbaniculture. En perspective, le présent travail est en cours de suivi pour estimer le rendement en fruits selon les traitements utilisés jusqu'au stade de maturité, ainsi que l'inventaire des insectes contribuant à la pollinisation chez l'arganier et leur inspection dans des sites à climat contrasté pouvant
apporter une réponse sur la primordialité entre la pollinisation anémophile et entomophile en se référant au rendement en fruits. Et troisièmement, après succès des croisements dirigés, la recherche du déterminisme génétique du phénotype du fruit décortiqué, c'est-à-dire la graine ou noyau ou endocarpe, de l'arganier est un sujet qui fait la continuité du présent mémoire. Merci pour votre attention. Merci. La qualité de leur présentation. Donc nous avons vu en première partie la présentation sur l'analyse de la structuration génétique qui montre une qualité de travail assez conséquente. Donc un travail qui concerne toute l'arganerie du Maroc et aussi avec des marqueurs moléculaires qui sont, on va dire, de nouvelle génération, qui ont montré donc la confirmation de la structuration des différentes populations, ce qui est peu prévisible parce que chez l'arganier, peut-être qu'il faudrait voir les populations et les sous-populations, parce que c'est un travail quand même qui donne beaucoup d'informations et je félicite l'équipe. La deuxième présentation, donc du professeur Ismaël aussi, qui rejoint l'actualité des choses, et aussi un travail qui a été entamé alors qu'on ne parlait pas du tout de l'organiculture, et donc aussi qui va apporter beaucoup d'informations, qui va aider dans la stratégie nationale actuelle. Sifarados aussi, parce que quand on parle de culture, en général, il y a la graine, et donc si on connaît la graine, bien sûr, on va l'utiliser au mieux pour la suite, et donc pour l'installation, soit le reboisement, soit les cultures, et finalement, donc le pollen. Si on ne maîtrise pas cette dispersion de pollen à travers les distances géographiques, comment pourrait-on contrôler les croisements? Donc là, une petite synthèse que j'ai essayé de faire, et le débat va être ouvert. Nous avons assez de temps pour pouvoir débattre à l'aise, et nous allons commencer par collecter les noms. S'il vous plaît, vous donnez le nom, comme ça on va faire une première liste avant de... Donc, je les rends hommage. Et j'ai un certain nombre de questionnements. Il y a beaucoup d'informations. De l'École nationale forestière des ingénieurs. Donc je tiens à féliciter les intervenants. Et en assistant donc depuis hier, je vais intervenir à deux niveaux, au niveau du greffage et au niveau de la germination des graines. Donc hier, Sibdraoui nous a fait un excellent état des lieux. Et j'ai saisi, je m'intéresse je travaille aussi sur la génétique quantitative, en particulier l'amélioration génétique. Et les techniques d'amplification dont il a parlé hier, il a parlé de la culture in vitro pour l'amplification de génotypes performants, mais il a souligné que le problème réside au niveau de l'enracinement qui ne dépasse pas 10%. Ensuite, il a parlé du greffage, il a souligné le souci, il a dit, si ma mémoire est bonne, que le pourcentage de réussite est très faible, et il souhaite que les gens qui disent que le taux de réussite de greffage est satisfaisant, qu'ils le publient. Et l'INRA a travaillé surtout sur ce qu'il a appelé la multiplication in vivo, en essayant de provoquer l'enracinement ou d'induire l'enracinement sur des greffons, et d'après ce qu'il a dit, la technique donc a donné d'excellents résultats. Donc ma question, mon cher collègue, il vient d'exposer tout à l'heure sur le greffage, il dit que le greffage ne pose aucun problème. Donc, maintenant, je ne sais pas. Il y a ce à éclaircir. Et donc, je pense que, qu'est-ce qu'on cherche? Si on réussit à optimiser une technique d'amplification, ça facilite l'installation donc, de vergers, donc de variétés désirées en fonction des critères de sélection retenus. C'est-à-dire le premier questionnement, donc ce n'est pas une question, mais c'est une sorte de réflexion. Et là, chacun raconte ce qu'il veut. Si je reviens, les graines, avec ma modeste expérience dans ce domaine, et en particulier la conservation de la semence.
La conservation de la semence suit des normes internationales, ce qu'on appelle les normes ISTA, International Seed Treatment Association. Alors, il y a 3 paramètres ou 4 paramètres à contrôler. Le premier paramètre, c'est réduire l'humidité interne jusqu'à des niveaux allant de 6 à 10%, pour permettre une meilleure conservation. Pour l'erguenier, je ne sais pas à quel niveau il faut descendre pour justement permettre une meilleure conservation. Le deuxième paramètre à contrôler, c'est la température de conservation. Là, je ne raconte pas, c'est des normes internationales, donc je vous cite à lire tous les travaux canadiens. Donc il faut que la température soit très basse pour pouvoir conserver à long terme. Plus la température est basse et plus la durée de conservation est longue. Alors que vous soulignez que l'erguenier, on ne peut pas dépasser une conservation de 3 ans. Troisième paramètre qui vient d'être publié par les Canadiens, c'est l'activité hydrique. Bien qu'on réduise la teneur en eau, est-ce que cette eau à l'intérieur a une respiration lente? Donc, les Canadiens, pour leur essence, ils réduisent l'activité hydrique jusqu'à 0,35 unités. Le quatrième paramètre, c'est le conteneur de conservation. Et il faut que le conteneur de conservation soit hermétique. Les graines forestières, il y a 2 types de graines. Les graines orthodoxes qui supportent la déshydratation, il faut le connaître très bien. Et les graines récalcitrantes qui ne supportent pas, c'est le chêne-liège. L'erguenier, c'est une graine orthodoxe. Donc il suffit de mettre au point l'humidité qu'il faut pour permettre une meilleure conservation, la température qu'il faut pour permettre une meilleure conservation, le conteneur idéal pour empêcher les échanges gazeux et mesurer aussi l'activité hydrique. Je pense que c'est les éléments clés pour une meilleure conservation de la graine. Troisième question, moi j'aimerais bien savoir si tu as étudié la cinétique de germination. La cinétique, je peux faire une germination sur 2 mois. Et quand je regarde les plants, ils sont très hétérogènes. Et quand je fais une germination sur 21 jours, j'ai une homogénéité et la différence observée, elle est génétique. Et ça nous renseigne sur la dormance aussi. Moi, je me pose la question, est-ce que les graines, les noix de l'erguenier n'ont pas une dormance tégumentaire? Voilà, moi je philosophe un petit peu avec vous, mais voilà, en gros, mon intervention s'articule à deux niveaux. Voilà, je vous remercie. Donc, je pense il y a une autre question. Des questions sur la conservation. Je ne crois pas que c'est seulement ce qu'on appelle le taux de dessécation qui est important dans la conservation des graines et la courte durée pour la conservation de l'algalie ou de n'importe quelle plante oléagineuse, elle dépend principalement du taux de lipide. Donc, je crois que la courte durée, c'est dû à la haute teneur en lipides dans les graines. Ce n'est pas une question qui est facile à régler dans le cadre de l'algalie. Pour ce qui est de l'étude qui a été faite sur l'étude de la fécondation, je crois qu'il y a lieu d'ajouter une dimension pour clarifier un peu les résultats, à savoir tout ce qui est utilisation de marquage moléculaire. Et ça, c'est très important parce que vous avez l'autofécondation ou l'hétérofécondation, il est très facile de démontrer qu'en quoi la source de pollen ne vient pas du même arbre. Et c'est des choses qui sont faciles à prouver. Maintenant, il y a question que l'amélioration génétique ce qu'on appelle l'alganier versus l'utilisation de ce qu'on appelle les écotypes locaux, les écotypes déjà existants. Il y a une grande diversité dans l'écosystème alganier et je crois qu'il faut se tabler sur, bien sûr, on ne peut pas évaluer toute la diversité qu'il y a en termes de performance et de qualité, mais on peut le faire pour certains arbres. Mais je crois que la chose essentielle, il faut se baser sur la connaissance locale des gens locaux pour choisir les meilleurs écotypes qui peuvent être insérés dans ce qu'on appelle la réforestation ou la production en verger. Je vous remercie.
liée à la dernière présentation à propos de l'effet des insectes pour le rendement en fruits. On voit, je voulais attirer l'attention de la présence des gens qui sont intéressés par la production en fruits. Souvent, on n'a pas fait attention à ce point-là. C'est que l'utilisation des pesticides en plaine, d'une façon générale, et en plaine d'une façon plus particulière, qui va réduire la population des insectes, et notamment qui interviennent dans la fécondation entomogame, c'est lié, ça aboutit directement à la réduction du rendement en fruits. Chose qu'on ne fait pas attention. On peut améliorer comme on veut les génotypes, mais après on perd parce que qui va faire cette fécondation, ce sont les insectes. Et l'expérience réalisée par M. Filali a montré clairement le moment où on fait dynamiser ce pollen et le déposer sur le stigmate par voie de croisement, on arrive à doubler le rendement. C'est-à-dire, il faut faire vraiment attention à ce qui est lutte contre les insectes de façon aveugle. Et merci. Qui est un travail d'un consortium, en fin de compte réalisé à la faculté des sciences de Rabat, et dire où est-ce qu'on en est au niveau national pour les gens qui s'intéressent à cette question. Nous sommes à l'étape de voir une diversité et une structuration. Où sont les pôles génétiques, où ça se trouve et comment se structure donc cette population d'arganés. Il y a de travail cumulé qu'a repris Schéma en termes donc, de résumé rapide pour dire pour l'instant je crois qu'on peut clore cette histoire parce que nous avons utilisé les marqueurs et nous avons fait les échantillonnages et les populations correctes. Nous avons une cartographie donc, de la diversité génétique. Moyennant ISSR, SSR, et WAFA présentera demain les AFLP. Donc, on sait où sont les pôles. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Ce qu'il faut en faire, c'est une corps collection. La corps collection, c'est-à-dire prélever tous les génotypes, les planter quelque part, et après, on doit commencer le travail proprement génétique. C'est-à-dire liaison avec les QTL. Et c'est là où Emery a raison, en fin de compte, et tous vos travaux, en fin de compte. Les arbres, donc, pour lesquels on aura l'étiquetage moléculaire et on aura les caractères morphologiques, homologiques, rendement, oui, ainsi de suite. Il faut la synthèse de tous les travaux qui sont faits au niveau national par les différentes équipes. On peut lier des marqueurs moléculaires donc en fait, à des caractères et établir le QTL. Et c'est là où on peut dire que la communauté nationale pourra dire nous commençons la génétique de l'arganier. Pour l'instant, il ne faut pas se leurrer. Nous ne sommes qu'au niveau de voir où sont les pôles génétiques. Mais la liaison avec les caractères, nous ne l'avons pas encore adoptée. Et il faut passer encore une autre fois, je le dis, par l'établissement d'une corps collection. Donc, que ça soit l'INRA ou ça soit... Donc, ils ont l'habitude de le faire pour les arbres fruitiers. Nos amis de l'IAV aussi, donc, ont l'habitude, ils ont les moyens de le faire. Vous avez des parcs maintenant qui sont faits, bien entendu. Nous avons la perspective organiculture, mais nous manquons un maillon très important, corps collection, établissement de liaison avec les QTL, et voir les caractères pour la traçabilité, beaucoup de choses. Voilà un commentaire que je voulais dire. Merci. Merci, professeur, pour cet excellent. Vous le permettez, et terminer par une petite intervention aussi. Donc, moi, je m'étais justement posé la question au niveau de l'échantillonnage, parce que je ne pense pas qu'il y a un équilibre de Hardy-Wilberg entre les populations. C'est très difficile. C'est une plante sauvage qui n'est pas très homogène. Et donc, toutes les analyses, je pense que c'est les paramètres qui ont été utilisés, ils supposent peut-être une hypothèse de départ d'un équilibre. Je sais qu'il y a des possibilités de correction. Je n'ai pas vu, vous n'avez pas mentionné un peu le détail. Je comprends que bon, le temps ne le permet pas. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Parce que justement, ce que vous avez trouvé, le flux de gènes, il y a une structuration.
Et aussi, il y a d'autres études qui ont montré que le pollen, il y a une grande dispersion génétique via le pollen, mais via aussi les graines. Donc, il me semble qu'il est encore prématuré de dire, d'extrapoler les résultats vers des structurations. C'est vrai que les populations étudiées, on peut en juger, mais difficile parce que l'arganie est quand même, c'est un arbre qui est assez complexe et sa répartition aussi, elle est très complexe. Donc, c'est un petit commentaire et si vous avez une réponse à cela. Donc, je vous passe la parole pour répondre aux questions des intervenants. Pour ce qui est... Alors, c'est vrai que lorsqu'on a obtenu, ça n'a pas été fait avec les ISSR, mais on a fait le test pour voir si on a un déséquilibre de Hardy-Weinberg. Et effectivement, donc on a passé notre matrice SSR sur le microchecker. Donc, c'est un logiciel qui permet de détecter quels sont les allèles nuls et de les éliminer. C'est la question de faire des corrections avant de pousser un petit peu les analyses et sortir avec des conclusions. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Juste, bon, je voulais quand même attirer l'attention pourquoi il ne faut pas extrapoler, c'est très complexe. Pardon. Félicite. Un complément, oui. Les populations sauvages, c'est plus proche des conditions de l'appendixie que par rapport à une population domestiquée. C'est l'inverse. Donc, généralement, lorsqu'on est dans une condition sauvage, c'est-à-dire l'intervention de l'anthropozycèse, l'effet homme par exemple, etc., donc ça laisse les choses, les flux de gènes, naturellement, se font comme ils se font dans la nature. Et parce qu'on est plus proche des conditions de Hardy-Weinberg dans les conditions sauvages que dans les conditions non artificielles. Bon, je vais faire cette parenthèse. C'est pas ça mon intervention. La deuxième, c'est concernant la migration par pollen et par graines. Je pense qu'il fallait vraiment lire l'article de Molecular Ecology. Maintenant, il est impacté à 7. C'est vraiment clair et net ce qui est écrit. C'est l'évaluation de l'ADN chloroplastique par les marqueurs très fidèles. La PCR couplée à la RFLP, c'est des marqueurs codominants qui ont montré par le coefficient de différenciation génétique nucléaire comparé avec le coefficient de différenciation génétique cytoplasmique, un GST avec un GSTN. GST cytoplasmique avec GST nucléaire, que 0,72 de différenciation qui a été mesurée. C'est encore plus important, parce que tout simplement la vitesse de migration par pollen, elle est encore plus importante que la migration par graine. Et par suite, la question de structuration, elle est considérée comme quelque chose de presque sûr. Ce qui reste, c'est cette évaluation qui peut changer en fonction de la représentativité du génome en termes de nombre de locus. C'est tout. Merci. Nous n'avons pas extrapolé alors finalement. Bien sûr, il y a quelques années, d'ailleurs, le problème est le même, aussi bien pour la germination que pour la transplantation. Il y a quelques années, les pourcentages de réussite étaient très très bas. Mais avec des travaux de recherche menés dans ce sens, aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a plus de problème de germination, plus de problème de plantation, et maintenant, la multiplication végétative par bouturage, je pense qu'il n'y a également plus de problème moyennant une maîtrise de la technique et aussi une maîtrise des conditions de l'air ambiant. Les résultats publiés jusqu'à présent mentionnent effectivement 14, 15, jusqu'à 20, 30% il y a quelques années. Mais maintenant, nous avons des cas où on a obtenu 100%, des cas où on a obtenu 80%. Ça dépend des génotypes. Mais la maîtrise de la technique, la maîtrise des conditions mises en œuvre permettrait d'avoir un pourcentage élevé. Voilà. Si vous devez poser la question, voilà, donc j'ai reçu un certain nombre de questions. Donc c'est question de l'ISTA. Donc l'ISTA,
bien sûr, avant de commencer notre étude, on a essayé de se conformer avec alors, donc on a essayé de se conformer aux recommandations de l'ISTA. Donc c'est pour ça d'ailleurs que, en plus de la germination et tout ça, donc tous les tableaux que je vous ai montrés, donc c'est pour en fait se conformer à ces recommandations de l'ISTA. Donc pour l'arganier, réduire donc l'humidité déjà, il est entre 6 et 8% donc, des graines. Donc, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut considérer que les graines d'arganier sont orthodoxes. Donc c'est vrai, si on regarde un petit peu le pourcentage d'humidité, il s'approche un petit peu des graines orthodoxes. Ça veut dire les graines orthodoxes, ce sont les graines qui peuvent se conserver longtemps. Les graines récalcitrantes, donc c'est généralement moins d'une année, donc 6 mois moins d'une année. Mais l'arganier, donc on l'a classé nous intermédiaire entre récalcitrante et orthodoxe. Pour ce qui est de le conteneur de conservation, donc ils sont conservés généralement dans les sachets plastiques, donc c'est hermétique. Mais comme j'ai dit dans l'introduction, le problème c'est qu'on ne peut pas conserver, c'est vrai, un sachet de 1 kg, 2 kg, 3 kg, on peut le conserver en chambre froide ou bien dans un frigo. Mais pour l'arganier, donc au niveau des stations de semences, on récolte des tonnes, ça veut dire des camions qui viennent, donc on ne peut pas les faire rentrer. Donc nous, ce qu'on a étudié, c'est un petit peu de savoir ce mode de conservation à température ambiante. Est-ce que les graines à température ambiante, ils peuvent se conserver pour longtemps? Bon, c'est vrai. Bon, on peut toujours essayer. Donc, moi j'ai des graines de 15 ans, mais je ne peux pas mettre les graines, j'ai un petit frigo, je ne peux pas mettre les graines dans un frigo pendant 15 ans. Et puis, 9 provenances, et puis avec tout ça. Et ça, je crois qu'il n'y aura personne qui fera ça. Donc, c'est même pas recommandé donc, de conserver les graines d'arganier au froid. Déjà, le fait qu'ils se conservent très bien pendant 3 ans, ça nous donne un petit peu un répit au cas où il y a donc, une année de sécheresse ou une année de... Donc ça c'est... Et puis, si vous avez aussi à parler de la dormance. Alors là, je crois que, bon, tout le monde le sait maintenant, il n'y a pas lieu à parler de dormance au niveau de la graine. Donc, vous récoltez les graines, ils sont tout de suite, font tout de suite germer. Donc ça, c'est ça. J'ai même vu des études qui parlent de dormance tégumentaire, de dormance complémentaire. Alors là, ça vraiment, donc ça fait 25 ans maintenant que beaucoup de gens travaillent sur l'arganier. Donc parler de dormance sur l'arganier. Et en général, les espèces de zones arides, donc sahariennes, écologiquement, il n'y a pas d'explication à ce qu'il est de la dormance. On peut parler de dormance au niveau des espèces qui sont en haute montagne, le genévrier tubifère, le genévrier rouge, tout ce que vous voulez. Donc les espèces qui vivent dans le froid, donc qui doivent supporter les périodes d'enneigement. Mais pour les espèces comme l'arganier, donc il n'y a pas de... bon voilà. Donc, je crois aussi que l'un des personnes a parlé de taux de lépite. Donc c'est sûr. Donc le taux de lépite, il faudra le déterminer. Donc c'est notre prochaine étude. Donc moi j'ai déjà parlé avec des gens, des spécialistes. J'ai toujours le scope. Donc j'ai déjà des contacts avec des gens pour voir l'évolution de ce taux de lépite. Donc au niveau... donc j'ai de stock maintenant, parce que l'étude a été faite il y a 2 ans, donc 2 ans plus 15 ans, donc j'ai de stock de 17 ans maintenant. Donc on pourra déterminer ceci. Mais une chose est sûre, c'est que la cause
de la non-germination des graines, c'est surtout dû à la mort des embryons. Donc on a fait, ce sont des études qui ont été faites après ceci. Donc on a soumis toutes ces graines au test de trazolium pour voir la viabilité des graines. Donc plus les graines sont colorées, donc plus les graines sont vieilles, moins ils sont colorés et moins les embryons sont viables. Donc c'est surtout, est-ce que la composition en huile a quelque chose à voir dans ceci? Donc ça, on va le déterminer chaque fois. Merci beaucoup. Comme complément d'information, si vous permettez, madame, de petits mots. Comme l'a dit Sifratus, on ne parle pas de dormance chez l'organisme. Mais plutôt, probablement le terme n'a pas été utilisé, plutôt on parle d'inhibition tégumentaire, ça existe. Mais pas une dormance tégumentaire ou une dormance pédénale, c'est une inhibition tégumentaire, pas une dormance. Je voudrais aussi ajouter un petit mot, si Philani, s'il m'écoute, ça serait une bonne chose. Moi, je vous ai écouté et je trouve que vos travaux sur les marqueurs génétiques et tout ça sont très importants. Alors, je pose la question, c'est un champ ouvert. Est-ce que votre approche, l'approche des autres qui travaillent dans le domaine, pourrait servir pour caractériser les spécimens sélectionnés préférablement? Je crois que ça pourrait apporter beaucoup ça permet de gagner beaucoup de temps, parce que les plants maintenant qu'on multiplie par voie végétative, on suppose qu'ils sont authentiques au plan parent, mais il faut vérifier probablement par des marqueurs génétiques et moléculaires pour vérifier effectivement est-ce qu'ils ressemblent génétiquement parent-mère aux parents, pour pouvoir dire qu'effectivement c'est un plan authentique et qu'on pourrait être sûr de le multiplier authentiquement et d'obtenir les caractères sur lesquels ont été sélectionnés dans 4, 5 ans, 6 ans, au moment où les arbres commencent à produire. Là, ça c'est important. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps. Merci. Non, c'est pas une question. C'est une, disons, un complément d'info pour pouvoir aider les gens qui essaient de faire la sélection clonale. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons multiplié, mais il faut vérifier les caractères sur lesquels on a sélectionné sur le terrain, dans différents climats, différents types de sols, etc. Mais ça serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rapide. Ça permet de nous économiser beaucoup de temps si on peut le faire génétiquement, point de vue moléculaire. Je ne sais pas s'il y a encore des participants qui ont encore des réactions à propos de la multiplication. Donc, personnellement, je suis concerné en ce qui concerne les résultats. On a travaillé depuis 25 ans sur ce sujet, une équipe bien sûr avec Sim Smail. Et juste pour vous donner un petit peu mon appréciation sur ce qui se passe au niveau des travaux de recherche sur la multiplication. Chacun fait sa recherche dans son coin, il n'est pas au courant des choses, disons de l'état d'avancement. Normalement, la recherche a été faite plusieurs années, au départ, germination, etc. Puis après, le bouturage. On était intéressé beaucoup par le bouturage. Jusqu'à l'année 98, la publication existe. Il a été sorti de la conférence d'Il Khawin sur le bouturage. C'est le meilleur travail qui a été fait. Mon travail, personnellement, je l'ai fait en 97, je l'ai publié en 98. Conférence organique, la fac de sciences, Bendam Ben Amr. C'est les premiers travaux sur lesquels on a travaillé. On a publié les articles sur le greffage et aussi sur le bouturage. Alors là, c'était notre virage en point de stabilité sur la méthode de travail. Ça veut dire, on a considéré que malgré, on a trouvé 95% de la réussite avec Seharoni, Serkharat, etc. On a fait un travail sous serre contrôlé au niveau de l'IAV. Et le résultat, il était publié en 2000, mais le travail, il a été fait avant.
Donc, à l'époque 98, on avait décidé de changer du bouturage vers le greffage. Le bouturage prend beaucoup de temps. 5 mois, 4 mois et demi, 5 mois, et des difficultés, surtout après, quand vous aurez les racines, des difficultés pour maintenir les racines et la transplantation. L'acclimatation est très difficile pour le bouturage et on n'est pas sûr. Après, on peut perdre le plan. Donc, il y avait aussi des travaux sur le micro-bouturage. Ils étaient faits. Au niveau de l'IAV aussi, le micro-bouturage, il y a beaucoup. Un thésard d'ailleurs de la fac de sciences qui a fait le travail chez nous, sous la date de M. Krini. Les travaux qui ont été suivis après, donc parce qu'on avait fait beaucoup de recherches sur les méthodes de greffage, les types, etc., on a opté pour le greffage en fente simple. C'est un greffage qu'on avait fait sur un stade végétatif juvénile, ça veut dire très très jeune, inférieur à 1 mois et demi. Si les gens ne contrôlent pas ce matériel végétal, ils ne vont pas réussir. Parce qu'on avait comparé toutes les études qui ont été faites à les 5 mois, 6 mois, toutes les choses qu'on avait faites, on était sûr et certain qu'on ne peut pas plus travailler sur le stade qui est avancé. Parce que le bois de l'arganier est très difficile et on perd les plants après. On a opté donc pour ce stade, on ne change plus, mais il y avait le problème d'acclimatation. Donc on a beaucoup travaillé sur la maîtrise, si Ismaël a bien répondu. Si vous ne contrôlez pas, si vous savez maintenant, nous on maîtrise. On a 100% de réussite. Mais on n'a pas 95%, on a 100%. Et bien sûr, quand l'étudiant est nouveau, quand il fait le travail, on arrive il baisse. S'il n'est pas sous le contrôle de son encadrant, il baisse, les résultats arrivent à 85, 90, 95. Mais si vous maîtrisez, on n'a aucune différence, ni de porte-greffe, ni du greffon, ni d'interaction, ni rien du tout. Ni d'hormones, ni rien du tout. C'est un travail que vous devrez maîtriser le choix, maîtriser le matériel végétal d'abord. Ça veut dire vos BMR. Si vous ne contrôlez pas vos BMR, votre méthode de récolte, de greffon, au niveau du champ, vous sortez par exemple à une région et vous revenez, la conservation de bouture, c'est le sujet le plus important de tout ça. Et bien sûr, le contrôle du climat. Mais actuellement, je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de perdre du temps. La maîtrise du greffage, elle a été faite et c'est la meilleure. Elle donne des résultats en 1 mois. Vous avez vu les résultats que M. Ismail a présentés ce matin, 2 mois et demi, les plants, 100% de réussite. C'est juste pour répondre. Merci. Merci beaucoup pour ces informations. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent qu'on n'a pas encore maîtrisé les techniques de multiplication. Je comprends. C'est Amsoud, il a notre document parce qu'on invite chaque fois l'Anzoa, donc ils sont au courant et ils ont les résultats. C'est que sur le terrain, il n'y a pas encore d'arbres qui sont issus du greffage. Peut-être que c'est pour cela qu'il y a toujours ces questions. Mais ça réussit, mais si ça n'arrive pas sur le terrain, peut-être que c'est ça le problème. Si vous permettez, on va passer à madame ou mademoiselle, s'il vous plaît. Merci madame la présidente. Donc, je me présente, professeur Leïla Mdraoui, laboratoire de microbiologie et de biologie moléculaire, faculté des sciences de Rabat, et faisant partie de la même équipe donc, qui mène des travaux de marquage moléculaire sur l'arganier. Donc j'ai 2 réflexions, si vous voulez dire. Donc la première en complément à vos remarques et à celles du professeur Moussata, et la deuxième c'est pour monsieur Ferredos. Alors, on n'anticipe rien en ce qui concerne la structuration des populations, de la diversité génétique des populations de l'arganier. Justement, d'après les résultats obtenus donc, sur la base des 2 stratégies de marquage, à savoir intermicrosatellite et microsatellite, on est toujours dans le modèle d'espèces AR de répartition morcelée à distribution discontinue et où on assiste à un faible flux de gènes et à un GST donc, élevé. Et on est loin d'un équilibre d'Hardy-Weinberg. Donc on est à un déficit d'hétérozygose. D'accord ? Et jusque-là, ça dépend donc de la stratégie de marquage. Je le dis bien, je le redis. Et je vous laisse découvrir ça en fonction donc, des résultats obtenus via la stratégie AFLP. Donc j'anticiperai pas, donc je laisserai découvrir ça demain. Et vous allez voir, donc on a que l'arganier nous cache beaucoup de surprises. Et encore, donc si on s'adresse à des régions, ça dépend des régions du génome. Auquel on s'adresse. Est-ce que c'est des microsatellites? Est-ce que c'est un marqueur performant donc qui va ratisser l'ensemble du génome? Et encore,
Si on parle donc des éléments transposables, là encore il y a des secrets qui se cachent derrière. Suite donc à votre intervention, puisqu'on travaille dans le domaine, on aimerait savoir plus sur les sous-populations. Qu'est-ce que vous entendez dire par sous-population? Est-ce que vous êtes au stade de déterminer des sous-populations sur la base des données ISSR ou de marquage moléculaire quelconque? On aimerait savoir plus. Ma deuxième intervention, c'est pour M. Fernandez. Alors, là, c'est juste une réflexion, et donc j'ouvre la discussion. Si on a du mal à faire germer donc, des graines d'arganier au bout de 5 ans, qu'en est-il pour les stratégies de conservation ex situ de ce patrimoine génétique de valeur? Et merci. Je suis étudiant d'Yassine Ismail, et j'ai fait pratiquement ma carrière sur les rosacées fruitières. Bon, la méthodologie la plus simple qu'on utilise, c'est quand on fait des prospections dans la nature, on sélectionne, donc on présélectionne des génotypes, on les met en collection, on les étudie ex situ, si on peut dire, c'est-à-dire en collection au domaine expérimental d'Einthostadt, notamment, et on fait la première qu'on fait ressortir, c'est une fiche variétale. Une fiche variétale avec la description de la variété, une photo du fruit, une photo peut-être du rameau, etc., de la fleur, etc. Et bon, depuis un an, j'étais un peu appelé à faire des essais sur l'organique, sur la multiplication. Et c'est maîtrisé, c'est tout. Est-ce qu'on a un parc des variétés sélectionnées? Est-ce qu'on a une carte, des fiches variétales de génotypes sélectionnés? Tout le monde sait ce que c'est qu'une fiche variétale, c'est-à-dire la description tout simple, en morphologique et génétique. Est-ce qu'il y a un document simple qui décrit la technique, c'est maîtrisé et tout, c'est publié? واش كاين عندنا une technique بحال سكون في حنا لا فيش فاريتال او لا فيش تكنيك مثلا دو لا موندي تنزل لا فيش تكنيك لا موندي كنلقاو les techniques les plus simples pour qu'un agriculteur ou un pépiniériste peut les utiliser. Voilà, donc je pose juste cette question parce que bon. Merci M. Mamouni. Donc on va passer à M. Amri, s'il vous plaît. C'est Amri. Votre question, s'il vous plaît. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que vous avez beaucoup de données qui sont à votre disposition, aussi bien morphologiques, agronomiques, plus avec moléculaires. À un certain moment, il faut combiner tout cela pour trouver ce qu'on appelle les biodiversity hotspots. Et je crois que pour l'organique, l'approche la plus désirable, c'est in situ conservation. La conservation in situ, dans les habitats naturels, mais structurée selon la diversité qui est issue de vos études. Deuxième aspect, c'est que on peut développer ce qu'on appelle une collection d'arbres field GBAN. Et ça, c'est quand vous avez des écotypes qui sont excellents, qui sont performants, qui sont bien caractérisés, qui ont des caractéristiques désirables. Donc, vous pouvez faire une collection. La conservation par la graine, je tends à dire que vous n'aurez pas autant de succès. Premièrement, parce que qu'est-ce que vous allez conserver? Qu'est-ce que vous allez conserver? La diversité d'un arbre, de son arbre, de 1000 arbres. Je crois que vous avez un problème là de raisonnement de l'approche elle-même. Maintenant, ce qu'il faut maintenant inclure, c'est que dans les activités de réhabilitation, de restauration des espaces forestiers ou des espaces de l'organique, il faut éviter à ce que vous ayez la source de vos semences doivent être diversifiées et doivent être capables de cerner la diversité qui existe au sein de chaque environnement déterminé. Parce que ce qu'il y a dans le temps, ce que les gens font, c'est qu'ils prennent la majorité de leurs sources de semences pour tout ce qui est forestation, pour tout ce qui est multiplication, pour remettre dans la forêt,
ils prennent de quelques arbres. Et c'est là où l'échantillonnage est important. Je vous remercie. Bien, là, docteur à la faculté des sciences de Rabat. Je voudrais simplement intervenir par rapport à la question du greffage et principalement au porte-greffe. Lorsqu'on parle par exemple de la multiplication par greffage, l'une des choses les plus importantes, c'est l'homogénéité du porte-greffe et l'homogénéité en termes d'entrée en production et d'adaptation en matière de résistance, conditions de stress sarin, etc. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que si on n'a pas une variété sélectionnée en matière de porte-greffe, c'est-à-dire qu'on aura par la suite des problèmes d'homogénéité en matière d'entrée en production. Si on parle de l'organiculture, on parle d'un verger, et la chose la plus importante, c'est la variété porte-greffe. La question que j'ai aujourd'hui, est-ce que vous avez fait des recherches en termes de porte-greffe? Est-ce que vous avez une variété spécifique, homogène, avant de passer à la sélection des greffons? Merci. Donc on va passer à la... J'ai une question à M. Ismail concernant le verger. Est-ce qu'il y a eu des traitements du sol dans le verger? La première des choses. Une question un peu globale, est-ce qu'on ne risque pas de perdre quelques qualités organoleptiques de la gagner avec ces techniques intensives? D'accord? C'est une question qu'on doit poser. L'arganie, c'est une espèce qui a un historique loin de l'intensification, donc il faut voir. Pour M. Andrahim, s'il a un problème de stockage de graines, nous, à Guinea, on n'a pas de matériel. Il peut nous aider à nous offrir quelques graines prochainement, Inch'Allah. Merci bien. Je le dis toujours, l'arganie se trouve dans des conditions extrêmement différentes, des conditions de densité, d'âge et aussi de situation. Il y a l'intervention de l'environnement qui est importante, mais il y a aussi l'intervention de l'homme. L'INRA était la première à compiler une base de données et aussi une collection à travers tout le Maroc. Nous étions les premiers à avoir une collection dans l'arganerie mère, mais aussi dans les différents îlots. Il y a plusieurs études qui ont été faites et les publications sont en cours, mais nous avons utilisé plus de 30 marqueurs, dont les spécifiques à l'arganier, qui ont révélé beaucoup d'informations à l'échelle moléculaire. N'empêche que l'environnement, l'interaction avec l'environnement est très importante. On peut trouver un arbre qui est très productif, mais étant sûr que si on le multiplie, on le met ailleurs, il va donner la même chose. C'est un arbre allogame. Donc, il faut faire très très attention. C'est pour ça que j'insiste sur l'extrapolation. Pour les core collections, c'est une excellente chose si on arrive à le faire. Il faut qu'on y travaille ensemble. Mais ce n'est pas facile. Donc, c'est un combat qui est très long parce que la core collection, il faut qu'il soit vraiment core collection. Une diversité énorme, donc ça veut tout dire. Donc pour ne pas trop s'étaler sur ceci, je passe la parole aux différents orateurs pour répondre à vos questions. Même quand il est étudiant. Et il a tout à fait raison de parler de fiche technique. Mais je peux lui répondre que cette fiche technique est en cours d'élaboration. Pour chacun des spécimens identifiés performants, ils sont identifiés avec des coordonnées géographiques sur la carte et ils sont caractérisés. Et d'ailleurs, c'est sur la base de l'évaluation des paramètres de sélection qui nous permettrait de faire cette fiche technique. Dans l'exposé, j'ai montré quelques paramètres qui caractérisent bien chaque spécimen sélectionné. Donc la fiche technique pour chaque variété est en cours d'élaboration. Le parc à bois, c'est vrai, on n'a pas encore sur le terrain le parc à bois, mais les résultats, si Moukhtari vient de parler, de dire que les travaux de recherche ont commencé il y a longtemps, c'est vrai, on commence à tâtonner. D'ailleurs, tous les travaux sur l'arganier, au début c'est un tâtonnement, puis au fur et à mesure,
on précise les choses, et maintenant on maîtrise ce qu'on fait, c'est une bonne chose. Le parc à bois, maintenant, les spécimens identifiés, performants, ils sont en train d'être multipliés. Vous avez vu les deux catégories différentes d'âge de plants greffés de 2 ans et demi et de 2 mois et demi. Donc ceux de 2 ans et demi sont maintenant plantables et la parcelle parc à bois est déjà prête et on va procéder à leur plantation à raison de 5 à 10 plants par spécimen sélectionné. Et on va avoir un parc à bois dans la ferme expérimentale de l'Institut agronomique de Hassan II, complexe horticole d'Agadir. Dans quelques mois ou l'année prochaine, ou à l'occasion du 4e congrès, si quelqu'un s'intéresse à visiter aussi bien la parcelle que le parc à bois, ils sont les bienvenus. Pour les porte-greffes, effectivement, oui, on a fait beaucoup de travaux, mais de sélection, mais ce n'est pas un objectif premier. On a fait des combinaisons de greffage sur différents porte-greffes et on a sélectionné les porte-greffes uniquement sur la vigueur. Il n'y a pas d'autre moyen, au moins matériel qu'on dispose, c'est sur la vigueur. Et d'ailleurs, toutes les espèces fruitières dont les porte-greffes se multiplient par semis, on se base sur l'homogénéité au point de vue vigueur. Le cas, et Mamouni peut confirmer, c'est le cas du séché de Missoul. Pourquoi il est utilisé? C'est parce qu'il est homogène. Mais le porte-greffe, pour nous, il est utilisé comme moyen de multiplier par voie végétative. C'est surtout ça. Par la suite, quand on réussit la technique, une fois réussi, à ce moment-là, d'autres travaux, beaucoup de chercheurs, pour la sélection du porte-greffe, également de mettre en exergue des porte-greffes intéressants, résistance aux nématodes, tout ce que vous voulez. Donc ça, probablement, c'est le futur. Mais maintenant, on s'intéresse à la multiplication. Pourquoi on s'intéresse à la multiplication? C'est parce que j'avais précisé ça dans mon exposé, c'est pour pouvoir améliorer la production. Notre but, c'est beaucoup plus agronomique. Améliorer la production. Et le critère le plus important de sélection pour nous sont des critères agronomiques. Production, alternance, qualité d'huile, quantité d'huile, etc. Donc, il faut faire le travail le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une dégradation énorme. Et on risque de perdre des génotypes intéressants dans la nature. Donc il faut passer à la sélection, il faut passer au repérage des individus intéressants pour les faire dupliquer, pour pouvoir préserver, d'une part, la gagner en tant qu'espèce, mais aussi préserver les spécimens intéressants au point de vue agronomique pour pouvoir les faire passer dans le domaine ou le système d'organiculture intensive. Traitement du sol, non. Pourquoi on va faire du traitement du sol? Ce n'est pas de la tomate qui est très sensible en nématodes. Nous faisons des plantations dans des sols où l'organisme existe depuis X temps. Personne ne sait combien d'années. Donc il n'y a pas de problème. Pas de problème pour la question du sol. Donc on ne fait pas de traitement du sol. La qualité organoleptique, oui. Les faits, je pense qu'ils m'ont posé la question sur risque de changement des caractères organoleptiques par la sélection. Oui, probablement. Mais ce travail, il est en cours et nous avons déjà commencé des essais qualitatifs et aussi teneurs, au moins pour s'assurer de la qualité organoleptique des fruits. Voilà, je crois avoir répondu aux questions. S'il y a une question que j'ai manqué, peut-être vous voulez bien me faire rappeler, non? Ou ce sera pendant la pause café. Comme ça, on donnera l'occasion aux autres orateurs de parler.
petite intervention au niveau de. C'est dommage, bien sûr. L'art gagné, donc, il ne faut pas être conservé à temps. C'est vrai, donc, quand il y a d'autres techniques pour la gagner uniquement pour toutes les espèces, il y a d'autres techniques pour prolonger la durée de conservation. Donc, ce n'est pas le froid, le cryoconservation, etc. Mais je suis convaincu que pour la gagner, il faudra toujours renouveler les stocks. Donc ça, à un certain moment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut conserver pendant 40, 50 ans. Donc ça c'est sûr. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est donc du blé graine, donc je n'ai pas de très grande quantité, donc c'est juste pour les expérimentations. En tout cas, merci pour la proposition. Donc j'ai une autre remarque, un petit peu, donc une réflexion sur, parce que maintenant le débat de la multiplication végétative, surtout le greffage, le bouturage et tout ça. Donc il faut savoir une chose, c'est que donc, moi aussi j'ai approché ces techniques. C'est surtout, je crois que c'est surtout un savoir-faire. C'est surtout un savoir. Donc, vous pouvez décrire, il a quel excellent talent, il le maîtrise, moi je me fais confiance. Moi je fais des compétitions un petit peu avec mes ouvriers pépinières. On distribue des lots, donc des gens qui vous donnent des pourcentages de 20%, un ouvrier qui vous donne un pourcentage de 50%, etc. Donc que ce soit surtout le greffage. Donc le greffage, même les espèces qui sont réputées faciles, eh bien, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir une seule greffe réussie, et il y a des gens qui arrivent à avoir 100%. Donc je crois que là c'est un débat un petit peu. Donc ça c'est connu, donc ça c'est connu en horticulture. Donc il y a des ouvriers spécialisés dans le greffage. C'est pas un problème technique. C'est maîtrise, c'est la maîtrise. Voilà. Donc c'est ça. Il y a des gens qui الموهبة donc ça. Ah oui, je sais très bien ce que je dis. Là, j'aimerais bien parler parce que ça touche directement l'intervention de Smito. S'il vous plaît, on va terminer s'il n'y a pas de réaction de la part des orateurs et je vous passerai la parole. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Il convient la fiche variétale. Bon, peut-être, M. Ismaël, tout à l'heure, il vient de dire qu'on peut que cette fiche elle est en train d'être établie, mais j'ai une petite remarque. Si on arrive à établir une fiche variétale à partir du site d'Eitmelel seul, parce que vous avez travaillé sur la région d'Eitmelel, si je ne me trompe pas, là on risque de perdre de l'information génétique, parce que les génotypes ayant des performances dans les régions qui sont très exposées à des changements climatiques, soit dans la région de l'Akhsas ou bien dans la région de Etbaha, soit vers les extrémités de l'aire de répartition de l'arganier, à ce moment-là, on peut établir cette fiche. Donc il faut tenir compte de ces génotypes-là qui sont très éloignés et c'est eux qui présentent des performances relativement, du point de vue soi-disant, j'utilise tolérance ou bien le mot résistance au stress hydrique. Bon, j'utilise la tolérance au stress hydrique au lieu de... je pense qu'il faut, à ce moment-là, il faut faire chercher les travaux de M. Moustapha, parce qu'avec l'étudiante de même les travaux que j'ai effectués avec Mme Bani Amr, et vos travaux, et les travaux également sur le côté moléculaire des gens de Rabat. Comme ça, on peut établir une fiche qui aura une signification. Parce que peut-être un premier travail a été demandé par l'ANSA, et je pense qu'ils n'ont pas pu établir cette fiche variétale. J'ai contacté directement le monsieur qui était
était chargé de faire cette fiche variétale, mais ce n'est pas encore publié. Bon, je pense que je vous remercie. Merci. C'est de rappeler les tables rondes de tout à l'heure, donc à 10. Aujourd'hui, c'est une occasion, on remercie vraiment l'homme Zoua pour nous réunir, parce que vraiment c'est important de voir que ce patrimoine qui existe chez nous, on n'a rien fait pour ce patrimoine. On n'a pas fait grand chose. Il y a des pays qui sont derrière nous, auxquels on a fourni des graines et qui sont dans la sélection et qui travaillent très bien sans problème. Et ils aident les uns les autres. On est en train de discuter. Est-ce qu'on a quand je vous dis qu'on a maîtrisé, ce n'est pas pour tourner. On a un شيء clair et net. 3 ou 8. المسائل اللي كنديرها فيريديك ما كاينش فيها دوران. راه السي بن اسماعيل لا مونطري ديك لاكارت اللي عندنا. وحنا لي طرافو بيان سور ما اون فا با غير حنا لي زارغاني ديال الدنيا كلها ديال المغرب. هادشي اللي قال سي فيلالي اكسترا اوردينار عجبني بزاف. داكشي علاش جيت سي فريمون سي مصدق والسي مسانده راه كنا كنجريو بحال المهابل في هذا في الجبال باش نشوفوا في ذاك لو طرافاي اللي جمعنا معاه لاغروتيك. سي فغي راه غير ما لقيناش ان فيديراتور كيلكان اللي يفهمنا ويجمع هاد لي شيرشور ونديروا شي حاجه اونصومبل ولكن تكون بصح. سي بدراوي كونت لي فوني فوار لي بلان لوي ميم او نيفو دو لانستيتو قال لي مزيان جا السي خنوش شاف ذاك لي بلان قال لي السي مختار خصنا نخدموا جميع. تلاقينا في عاود في تفراوت لا ميم شوز قال للناس اللي نرا خدموا مع السي مختار وني بارطون. قلت لي واحد الحاجه فوني فيغ ان كونفونسيون افيك هو السي القجح ذاك فيت ان كونفونسيون ونخدموا. هادشي اللي قال سيف الى اكسترا اوردينير. انا جو سوي بارطون. المشكل ديالنا il faut pas le doute ça fait du mal كيضر. انا جو سوي سانسير كون جو بارل جو سوي سانسير. لي بلون عندنا لا فيش تكنيك السي نسمعي راه جاو مزيان حنا اون تران دو ترافاي لا دسو. حيت شاك بلون عندنا لي زيتو ديالو راه عندنا دي دكتور اوسي كي سويف سا بيان سور اون نا با تو لي زارغاني. عندنا 37 شوف عندنا 150 شجره اون 1600 بلون او توتال فيها 150 قبل لا سيليكسيون هذه بلا شي بلا البلونطاسيون لي بلونتي هذه ديال ناتوريل فوغي. وكاين عندنا البلونطاسيون اللي السي اسماعيل بلونتيها دابا عندها 20 طون تاع هذيك فيها دي زيليمون مخيرين. الوغ في هذه كاين 37 غريفون سيليكسيوني يعني يقدر لي برودكتور يمشيو بهذيك 25 بلون 100%. لي بورتغراف راه سي ديفيرون لان البورتغراف يمكن السي اسماعيل قال شي حاجه ولكن كاين دي كاركتير اخرين ما كاينش غير لابيكال. كاين مثلا ان بار كون تو اون فو بروندر ان بلون باش يعطينا لي سيمونس. الكريتير الاولاني هو دوا يتر برودكتيف يعطينا لي غرين شاك اني هذه وحده جيرميناسيون ايتترا ايتترا. دونك حنا بور سكي سيليكسيون بورتغراف اون ا غيس شوازي 10 في هذوك لان عندهم يعطيونا احسن من لي غريفون الاخرين. دونك هذا الشيء هو لو ترافاي. حنا راه اوني اوفير اوني اون في سكون بو واللي بغى يسول ويقلب يمشي للاذاعه ديال البريهي ويشوف الفيديو الاولاني اللي دار على ركان فين دار وشكون اللي كان خدام على ركان في لي زاني نقول لك 70 80 راه باقي الفيديو ديالنا عندهم وتجبدوه وتعرفوا واش كاين. راه اوني لا بور سيرفير وهذه فرصه ونشكروا لي زورغانيزاتور على هذه الفرصه. ولكن نوتر بروبليم سي بروبليم دو فولونتي ريال. حنا ما نقلبوا حتى شي حاجه بغينا غير هذا الارض نديروا به شي حاجه وسي اون ريسبونسابيلتي على العاتق ديال هاد لي شيرشور والناس اللي راهم ينظموا هذا الشيء. وجو فو ريميرسي بارك الله فيك. وسمح لنا سينو حنا ما بغيناش ندخلوا معاك. Je ne mets pas en doute vos efforts, votre travail. De l'organique. D'abord, fait les 30 ans, j'ai travaillé sur le figuier, sur la montée, sur la date. Donc, quand on prospecte, on fait rassembler un seul site, on l'étudie pendant un certain nombre d'années, on met le résultat, la variété sélectionnée. Il a dit si c'est maîtrisé, etc. D'abord, on veut bien passer à la
Maintenant, 100 plants par génotype sélectionné, je mettrai des collections les stations expérimentales de l'INRA et je commencerai l'étude pour sélectionner pour chaque zone. Pourquoi pas? On fera l'organisme CNAS, on le fera à Tanger, on le fera à l'Arèche, on le fera partout. Attendez des plans, même dans les stations expérimentales. Simrsali, moi, beaucoup de respect pour vous, pour les efforts, parce qu'on vous a connu en tant que professeur, mais aussi vous avez beaucoup de bons échos, aussi nos éminents professeurs. Donc ça ne remet pas en doute. Je ne suis pas d'accord avec vous, vous avez dit on n'a rien fait. Non, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et je pense que d'abord, c'est la 3e édition où on commence à mieux se connaître peut-être. Bien sûr, il y a des réactions des collègues, mais je pense que le débat est fructueux. Et... Par rapport aux autres pays, qu'est-ce qu'ils ont mieux que nous? Là, bon, on en parle, mais je pense qu'on a quand même vu les présentations là de cette édition aussi qui s'améliorent de plus en plus et on commence à se connaître entre nous mieux. Donc je pense que nous allons dans le bon sens et j'espère que on va travailler main dans la main d'ici le Qaddam et la prochaine édition, on sera avec des résultats encore meilleurs. Je remercie toute l'assistance de son amabilité, sa patience et peut-être un dernier mot, je ne vois plus rien, il y a le soleil qui m'aveugle. Je vais me mettre debout. Je passe peut-être le dernier mot si Ben Smaïl. Oui, je crois qu'il n'y a pas de polémique. Je crois que c'est un débat. Un débat entre chercheurs, ça reste toujours un débat. Donc il n'y a pas de problème. C'est pour faire avancer les choses. Et on se réjouit qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la multiplication. Parce que 2 personnes, 3 personnes peuvent pas faire beaucoup de choses. Donc il faut aussi des moyens humains pour mener à bien un travail donné. Donc toutes les personnes qui peuvent apporter un plus, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de souci pour ça. Je voudrais intervenir par rapport à ce qu'a dit ici. Je me suis donné. Zaïdi. Vous savez, le travail de prospection, alors ça demande un armada de chercheurs pour faire les 830 000 hectares. 2 personnes, 3 personnes, ou 4 personnes, ou 10 ou 20, ils ne peuvent pas le faire. Si on arrive à cribler toute la zone, c'est là l'importance de créer un réseau de chercheurs par domaine, par aspect, va être beaucoup plus bénéfique pour pouvoir justement apporter un plus pour cette espèce noble dans la région. Nous, ce qu'on a pu faire, c'est de travailler à côté une organerie naturelle comme celle d'Admi. Le même travail peut être fait à côté, et ainsi de suite. Mais ce genre de travaux aussi, quand c'est grand comme ça, les gens ils font parfois des transepts. Sur le long d'un transept de, je ne sais pas, 10 km ou 15 km, et on peut faire une évaluation des arbres pour faire sélectionner des individus. Moi, je n'ai jamais parlé, si je me rappelle bien, dans mes exposés, de variétés. On n'a pas parlé de variété du tout. Donc, il n'y a pas encore une carte variétale. C'est la carte, si j'ai bien compris, si Mamouni, c'est une fiche technique des individus. Ce sont des plans de référence, encore. Et on va les multiplier pour faire des parcs à bois, pour avoir des plans de pré-base. Et on ne peut parler de variété que si, pourquoi j'ai soulevé tout à l'heure le travail si Fileli et autres, c'est Moustapha également et autres, je risque d'oublier Madame Le Yasmina aussi, de nous aider à aller rapidement. Ça, c'est un plus aussi, pour pouvoir dire et être sûr de l'authenticité des plans multipliés par rapport aux plans de référence. Si on arrive par des méthodes moléculaires d'être sûr qu'ils se ressemblent, surtout sur des critères, je ne sais pas si est-ce que la carte génétique peut être faite ou non, sur des caractères, par exemple de production, de gènes de production, est-ce qu'ils
il est le même chez les plantistes que chez le plan parent. Là, ça serait important pour aller vite. Sinon, comme a dit ici Mamouni, on va procéder à la méthode classique, on va les planter, on va les multiplier à grand nombre et on va les planter au moins dans 3 sites, au moins, pour vérifier de leur authenticité. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est au détriment de l'organiculture. Donc là, c'est un sujet de collaboration qu'il faut être mis en place, moyennant des moyens humains et aussi des moyens financiers. Et merci. Et donc, à la prochaine.